Bonjour Pierre, Bonjour Richie. bienvenue sur le plateau de Cyberjobs. Aujourd'hui, vous êtes directeur général de SCACI, Absolument. qui a été fondé en 2005 Oui. et qui aujourd'hui compte une soixantaine de collaborateurs. Est-ce que vous pouvez nous rappeler votre fonction et les missions qui en découlent de par votre fonction? Oui, le directeur général c'est un chef d'orchestre qui vient animer un ensemble musical pour que chacun puisse jouer sa partition avec de manière juste la bonne note au bon moment et que l'ensemble soit bien coordonné. Donc ça consiste à animer les différentes fonctions de l'entreprise pour délivrer un service de qualité à nos clients. Comment vous avez rejoint la cybersécurité? Si on fait un petit retour sur votre parcours. Alors moi j'ai commencé ma carrière, j'ai une formation à l'ESSEC, j'ai commencé ma carrière chez Xerox, puis après je suis allé chez Aéroports de Paris dans la partie commerciale et puis ensuite j'ai basculé dans le monde du conseil, au départ dans les télécoms et puis ensuite dans la transformation digitale et puis progressivement vers la cybersécurité. Donc je suis dans la cybersécurité depuis 2013-2014 dans ces eaux-là. J'ai exercé mes fonctions dans un grand cabinet chez Devoteam. Et puis j'ai décidé de rejoindre SCACI pour aller sur des structures plus petites, plus agiles, plus spécialisées. Comment vous voyez l'évolution du secteur cyber? La cybersécurité est un secteur en pleine expansion. Hier qui concernait quelques-uns, aujourd'hui qui concerne tout le monde, puisqu'on peut être un grand groupe comme une petite entreprise, se faire attaquer a toujours des conséquences dramatiques, notamment pour les dirigeants. Donc c'est un secteur en pleine expansion qui n'est plus possible de ne pas intégrer dans un business model, ne plus avoir d'outils informatiques, ne plus avoir d'outils de production parce que paralysé par une attaque, ça empêche de se développer, ça empêche de croître, ça empêche de travailler et ça crée des dommages importants pour les entreprises sur lesquels on en parlera, on manque beaucoup de ressources. C'est un secteur où il y a encore plein de business à faire. Et vous-même, vous avez toujours voulu exercer dans la cybersécurité? Non, alors j'ai jamais été un passionné depuis la tendre enfance de la cybersécurité, mais j'aime mon métier parce que ça demande de la technicité, ça demande de la rigueur, ça demande beaucoup une approche très professionnelle. On parle à des gens qui ont en charge une responsabilité forte. Donc aujourd'hui, mon job dans cybersécurité, je m'éclate totalement dedans. Et justement, quelle est la partie de votre travail que vous appréciez le plus? En tant que directeur général, c'est toujours... il y a beaucoup de choses que l'on aime bien faire, il y a des choses que l'on aime moins bien faire. La partie que je préfère, c'est d'aller voir les clients avec les équipes commerciales et les équipes techniques pour bien comprendre leurs problématiques et essayer de leur apporter une solution qui leur conviendra. Je pense que c'est important comme DG, comme manager, de garder les pieds sur le terrain et d'aller continuer à aller voir les clients et pas d'être derrière des tableaux Excel ou des slides PowerPoint pour manager les équipes. C'est important de garder le lien direct avec les clients. En tant que DG, le premier challenge que vous rencontrez, c'est un challenge de management. C'est un challenge de management et d'application de la stratégie qu'on en a définie. Définir une stratégie, c'est en soi facile. La planifier et la réaliser, c'est une autre paire de manches. Comme on dit dans l'armée, c'est le terrain qui commande et parfois le terrain il permet pas d'appliquer parfaitement la stratégie qui est définie. Donc ça nécessite de s'adapter tout en gardant le cap. Donc c'est pas si évident que ça, mais c'est passionnant. Et en particulier, il faudrait arriver à ce que l'ensemble des collaborateurs partagent aussi votre vision, votre stratégie. Comment on va la présenter à l'équipe? Pour qu'un projet puisse aboutir de manière sereine, il faut embarquer les équipes dans ce projet. Si les équipes ne sont pas embarquées dans ce projet, c'est-à-dire si elles n'y croient pas, elles ne vont pas y participer, elles ne vont pas être impliquées, elles ne vont pas être engagées, le projet va avoir plus de mal à aboutir. Embarquer une équipe, et en l'occurrence mes équipes, dans la stratégie d'entreprise, il faut beaucoup de communication en interne, il faut beaucoup de transparence et il faut beaucoup de partage. Je pense que c'est quelque chose que nous, on arrive bien à faire, on a aussi la taille qui permet de le faire, mais pour rentrer chez nous, je demande aux candidats, et en tout cas c'est ce que je scrute, c'est leur capacité à adhérer à mon projet et non pas juste venir pour tel ou tel avantage. Ce serait qu'un attrait ou qu'une attirance juste ponctuelle ou provisoire. Participer, croire à un projet d'entreprise, on sait déjà que le candidat ou la candidate va s'impliquer dans le projet. Donc c'est la base et c'est primordial.
communication, transparence et partage. Est-ce que vous pouvez me pitcher l'entreprise en 1 minute? Dans ce cas-ci, on est des experts en cybersécurité, on ne fait que ça. On est spécialisé sur les systèmes critiques et les systèmes embarqués. On a 3 activités. Une activité de conseil d'ingénierie, qui est le navire amiral du groupe, où on intervient sur des sujets d'architecture, sur des sujets de gouvernance, sur des sujets de tests d'intrusion, sur des sujets de réponse à incidents, d'analyse de risque, d'audit. On a une deuxième activité où on propose une sensibilisation et une formation en e-learning ou en présentiel sous la marque Phosphorea. Et une troisième activité sous la marque June Factory où on édite des logiciels de cybersécurité à destination de nos clients. Cette offre complémentaire nous permet d'être différenciants sur le marché et notre spécialisation dans les systèmes critiques et les systèmes embarqués nous oblige à avoir une organisation particulière, c'est-à-dire qu'on est organisé en centre d'expertise, qu'on a 4 domaines d'activité où on est très fort, le spatial et la défense, l'automotive, l'aéronautique et la navigation aérienne et la banque et la monétique. À chaque fois dans ces secteurs d'activité, on a des spécialités, des spécialisations, des expertises qui nous différencient du marché et ce pourquoi on vient nous chercher. Enfin, je terminerai par le fait qu'on a une qualification très élevée parce qu'aujourd'hui, SCACI est qualifié PACI LPM pour loi de programmation militaire qui nous habilite à délivrer des audits sur des organismes d'importance vitale, ce qu'on appelle les OIV. Il y a 13 entreprises en France qui ont ce statut-là, dont SCACI et on est le plus petit de ces 13 et donc on n'est pas peu fiers de cette qualification. Justement, alors on va anticiper une question, c'est sur l'habilitation des profils. Alors justement, on va anticiper une question sur l'habilitation des profils cyber, puisque si vous êtes qualifié PACI, est-ce que ça nécessite justement le recrutement exclusif de profils habilitables? Alors non, parce que pour une simple et bonne raison, c'est que l'habilitation est un élément secret qui n'est connu de personne et qui ne peut pas être demandé en entretien parce que c'est discriminant. Donc il y a la qualification qui est une qualification obtenue au bout d'une formation et ensuite il y a l'habilitation. La qualification est légitime pour produire un audit par exemple. L'habilitation, elle permet de produire l'audit dans un environnement spécifique, contraint ou non, confidentiel défense, secret défense, etc. Donc ce n'est pas un critère discriminant et d'ailleurs on ne le demande jamais parce qu'on n'a pas le droit de le faire et parce que cette habilitation elle est souvent liée au projet que l'on a. Donc une habilitation à un instant T ne vaut pas une habilitation à 6 mois ou 1 an plus tard. Et comment vous faites si vous avez un client qui est dans le secteur de la défense, qui va forcément demander est-ce que les profils y soient habilités? On a des profils chez nous qui sont habilités. On a le plus haut niveau d'habilitation possible, ce qui nous permet de travailler un peu dans tous les domaines. Les nouveaux profils qui nous rejoignent, on les habilite de manière spécifique pour chaque nouvelle mission. C'est-à-dire, si on nous demande un audit d'architecture, par exemple, dans un environnement militaire, dans le domaine de la défense, donc, qui nécessite d'être confidentiel défense ou secret défense pour les personnes qui vont intervenir, soit on a des personnes qui sont déjà habilitées dans le cadre d'un contrat cadre, soit on a des personnes qui nous rejoignent ou qui ne sont pas encore habilitées, auquel cas on demande une habilitation. Comme l'entreprise est déjà habilitée, le process d'habilitation peut aller plus vite que pour une entreprise qui ne l'a jamais été. D'accord, et pour terminer sur ce point autour de l'habilitation, quand vous avez un candidat qui n'est pas de nationalité française ou européenne, par définition, il ne pourra pas être habilité. Donc est-ce que c'est un élément qui est une exigence pour vous de recruter Ça fait partie effectivement des exigences dans notre process de recrutement, mais c'est pas exclusif puisqu'on a des sujets de cybersécurité. 70% de notre activité est sur les systèmes critiques et embarqués, 30% sur le tout venant, c'est-à-dire les PME clients qui ont besoin de rédiger une PSSI, de faire une analyse de risque, de faire un audit, de se mettre en conformité avec l'ISO 27001 par exemple. Ça, il n'y a pas de besoin d'habilitation. Donc on a 30% de notre activité qui est possible sans habilitation, 70% où c'est un peu plus compliqué. Donc c'est une exigence, on y fait attention, mais c'est pas exclusif. Aujourd'hui, quel est le profil type que vous cherchez à recruter? Le profil type, c'est un homme ou une femme de 35 ans, bac+5, qui connaît bien le monde de la cybersécurité et qui a en plus des connaissances métiers dans les 4 domaines que je vous ai cités. Ce qui fait la différence aujourd'hui sur le marché, ce n'est pas tant la compétence technique parce qu'elle peut s'acquérir avec une formation, avec le temps et l'expérience, mais la connaissance métier, c'est-à-dire comprendre les contraintes et les enjeux métiers de nos clients, parler le même langage qu'eux, ça c'est un élément qui est déterminant et qui est différenciant parce que on va plus vite, on est plus ciblé et on est plus efficace dans le plan d'action. Le profil type, c'est
Pour la défense, par exemple, un ancien militaire qui a déjà traité de la cybersécurité et qui sait parler à un client de haut niveau, soit de manière très technique, soit en vulgarisant un sujet qui est très technique. Est-ce qu'aujourd'hui le diplôme, c'est un passage obligé, ou est-ce que lors d'un entretien, on peut se baser sur soit de l'expérience dans l'informatique, et c'est un profil qui est en cours de reconversion? Quels sont vraiment vos critères par rapport au profil? Alors le critère de l'école, c'est un critère dans le recrutement qui est un critère de base standard. Mais moi, je suis pas trop favorable à cette manière très française de raisonner. C'est-à-dire que la valeur, elle dépend pas d'un diplôme. On peut avoir les meilleurs diplômes et être complètement incompétent parce que pas au bon endroit, pas au bon moment. Donc ça ne veut rien dire. Il y a des énarques qui sont complètement inaptes à l'entreprise privée parce qu'ils ont des cases et que si vous rentrez pas dans des cases, ils savent pas traiter le problème. Donc vous n'avez pas d'école cible déjà? On a des écoles cibles, bien sûr. Aujourd'hui, les jeunes qui sortent d'école sont très bien formés. On a quelques écoles cibles, mais c'est pas un critère déterminant. Quelqu'un qui n'a pas eu la chance, par exemple, de faire des grandes études parce que la vie ne lui a pas permis de le faire, mais qui travaille, qui a une bonne personnalité, qui est quelqu'un d'engagé et de certifié, il sera tout aussi bon que quelqu'un qui a eu un diplôme. Et par ailleurs, je dirais même que j'attache une importance beaucoup plus forte à la personnalité des personnes que l'on recrute qu'à leur diplôme ou à leur certification. Parce que un diplômé certifié qui n'est pas engagé ou qui n'est pas impliqué dans l'entreprise, ça peut potentiellement être un point mort pour nous, pour le management, alors que quelqu'un qui n'est pas diplômé, qui n'est pas certifié, mais qui est volontaire, qui est engagé, qui apprend vite, alors évidemment après il faut être à niveau, eh bien c'est quelqu'un qui peut être potentiellement moteur dans les équipes et ça n'a pas de prix. Comment, après, lors de son parcours chez SCACI, il va faire en sorte de se maintenir à un niveau? Est-ce que vous avez de la formation continue qui est proposée en interne, par exemple? La formation et la qualification, c'est un vrai sujet chez nous. On ne peut pas se dire expert technique sans avoir un niveau de formation et de qualification. On a plusieurs axes. On a le maintien de la qualification, c'est-à-dire quand la qualification arrive à échéance, eh bien on la renouvelle. Des plans de formation pour ceux qui ne sont pas qualifiés ou pas encore certifiés, ça dépend du sujet, où on va lui donner des qualifications, des certifications supplémentaires qui évoluent en fonction du marché. Et puis on a un principe aussi de tutorat interne qui consiste à former par nos propres experts en SCACI les moins experts ou les moins seniors ou les moins du sujet ou d'expérience avec des cas concrets, des cas pratiques. Parce que la qualification et la certification, souvent c'est par rapport à un référentiel ou par rapport à une norme. C'est très bien qu'on est très scolaire, on va être qualifié. Puis après il y a la vraie vie. C'est-à-dire comment est-ce qu'on applique notre expertise, notre expérience sur le terrain. Et c'est ça qui est difficile dans nos métiers, c'est que les terrains ne sont jamais les mêmes, les situations ne sont jamais les mêmes, les clients ne sont jamais les mêmes. Donc on va avoir des clients qui vont être beaucoup plus exigeants ou beaucoup moins exigeants, beaucoup plus tatillons, beaucoup moins tatillons. Il faut savoir s'adapter à ça. Et c'est ça qui aussi forme les collaborateurs. Donc la qualification, certification, les formations. Alors on a certains collaborateurs qui peuvent s'engager sur des formations plus structurantes comme passer des masters ou passer des MBA, des tutorats. Cet ensemble-là fait que notre niveau d'expertise reste le même. Le temps qu'on fasse monter un collaborateur en compétence ou qu'on le maintienne à niveau, le marché lui évolue, les technologies évoluent, donc c'est un peu la course à la formation. Je pense que globalement, c'est ce pourquoi les gens restent chez nous. Qu'est-ce que vous faites autrement que la formation continue auprès de vos collaborateurs pour que justement ils n'aillent pas y voir ailleurs en fait? Nous, on a une chance, c'est qu'on a une base ancrée à Toulouse. On est positionné à Paris, à Toulouse et à Madrid. Et donc, on a déjà dès le départ un avantage parce que en province, on est plus fidèle qu'en région parisienne. C'est la réalité du marché. C'est pas propre à la cyber, mais c'est une vraie réalité. Pourquoi? Parce que quand on choisit de vivre en province, on choisit aussi un mode de vie, on a moins de stress, on est moins tout fou, on est moins prêt à quitter une entreprise pour 2000 € de plus, c'est ridicule. Il y a d'autres choses plus importantes dans la vie, en tout cas il y a d'autres choses tout aussi structurantes que le salaire, comme la qualité du travail, la qualité du management, aimer ce que l'on fait, savoir prendre le temps pour faire les choses. Aujourd'hui, c'est des éléments qui sont très recherchés. J'ai la chance, j'ai peu de turnover dans mes équipes, parce qu'elles restent, parce qu'elles sont formées, parce qu'on connaît bien les domaines dans lesquels on intervient et parce qu'on est reconnu. Évidemment, il y a toujours des missions plus difficiles que d'autres ou qu'on aime moins que d'autres. Ça, c'est la vie. Mais on n'a pas de mission que l'on prend contraint et forcé. On choisit nos missions. On a cette chance-là. Du coup, le 109
vient par l'apport de nouvelles ressources qui nous rejoignent pour ces raisons-là. Donc on a un véritable ADN avec des vraies valeurs parce qu'il y a la capacité de progresser ensemble et pas que tout seul. C'est bien d'être se former, mais s'il n'y a pas les autres pour vous apprendre ce que c'est que la vraie vie ou les situations difficiles, ce que font très bien les managers seniors chez nous, eh bien c'est plus compliqué. Donc c'est comme ça qu'on les retient et on continue à développer ça. C'est aussi pour ça qu'on s'est mis en Espagne, parce qu'on a l'esprit espagnol aussi qui est un peu ancré en nous. Voilà, avec je vous passe les détails, mais les Espagnols sont très latins comme les Français, et on a moins l'esprit parisien. C'est vrai que l'esprit parisien, c'est des salaires qui s'enflamment, c'est je suis prêt à bouger au bout d'un an, mais c'est aussi propre aux juniors. C'est aussi pour ça qu'on n'a pas une majorité de juniors chez nous, on a une majorité, très large majorité de seniors. Alors concrètement, aujourd'hui, quel type de profil vous recrutez? Je crois savoir que vous recrutez des profils expérimentés en ce moment. Oui. Des profils expérimentés parce que quand on arrive chez un client et qu'on est expert en cybersécurité, d'un système embarqué dans la fusée Ariane par exemple, dans un avion de l'armée, dans un sous-marin qui peut être nucléaire ou non, dans un satellite. Si vous avez 22 ans, vous êtes un peu frais pour aborder le sujet. Si vous êtes senior, vous avez tout de suite la légitimité et la crédibilité. Ça ne veut pas dire qu'on n'a pas de juniors, on en a quelques-uns. On essaye de garder cet équilibre pour deux raisons. La première, c'est celle que je viens de vous dire, on doit être crédible chez nos clients. Et la deuxième raison, c'est qu'un junior, pour progresser dans une entreprise, il doit être avec un senior qui va lui apprendre la vie. Les boîtes où il n'y a que des juniors en cybersécurité, elles vont délivrer des prestations de juniors plutôt simples, génériques. Nous, on va délivrer des prestations spécialisées. Le junior tout seul, c'est compliqué pour lui d'exister dans notre écosystème. Et le senior, c'est plus facile d'exister bien sûr, mais il est aussi content de transmettre et ça fait partie de notre ADN. On va passer à la dernière partie de cet entretien. Vous avez ici un bocal avec des cartes. Je vous demande de piocher une première carte. Piocher. 3 soft skills pour bosser en cybersécurité. La première, c'est d'être bon en communication. Il faut savoir bien communiquer avec un client. On est dans un monde où ça va vite. On est pressé. Quand vous avez une attaque informatique, cybersécurité, forcément, vous êtes dans un stress pas possible parce que vous êtes regardé par votre direction et que vous avez vos opérationnels qui vous disent il faut que ça redémarre. Donc, il faut avoir une bonne communication, c'est-à-dire une communication adaptée au client que l'on en face, à la situation que l'on adresse et à la personnalité aussi qui est en face de nous. La deuxième soft skills qu'il faut avoir, c'est avoir un esprit de partage. En cybersécurité, dans les environnements techniques, il y a beaucoup de ce qu'on appelle les communautés. La communauté nécessite d'avoir un esprit de partage. Je dis ce que je fais, tu me dis ce que tu fais, je te dis là ce que moi je sens, dis-moi ce que tu sens et c'est comme ça qu'on progresse. Donc ça c'est important. La troisième qualité qu'il faut avoir, c'est un esprit d'engagement. Sur des sujets techniques, il faut s'engager, c'est-à-dire qu'il faut s'impliquer. Si on n'est pas engagé, si on n'est pas impliqué, c'est compliqué de partager, c'est compliqué de communiquer. Donc ces trois-là font que on va être capable d'adresser de manière sereine un sujet complexe, de le restituer de manière vulgarisée à un board, à un comité de direction et de le partager ensuite avec l'équipe pour faire monter tout le monde en compétence sur cette expérience de vie. Communication, partage, engagement. Ouais. Une seconde carte. Qu'est-ce qui est le plus difficile au quotidien? Sur mon poste, c'est de savoir prendre la bonne décision au bon moment. Le poste de directeur général nécessite de prendre des arbitrages, de décider. C'est parfois pas toujours facile parce qu'on peut se tromper. C'est encore plus difficile de décider de manière juste au bon moment. Pour nos métiers, ce qui est le plus difficile au quotidien, c'est de gérer la pression des clients. On passe d'un audit chez un client à une analyse de risque chez un autre, d'un test d'intrusion dans un environnement, dans un véhicule autonome, à un test d'intrusion dans une fusée Ariane, même si c'est pas toujours les mêmes, mais ce switch de sujet, ça génère de la pression. Il faut garder le calme des vieilles troupes pour pas céder à la pression. Et ça, c'est difficile au quotidien, mais ça s'apprend. C'est un des soft skills qu'on pourrait rajouter en quatrième. Exactement. La maîtrise de soi. La maîtrise de soi. La gestion de la pression, la maîtrise de soi. C'est pas facile la maîtrise de soi. L'environnement technique, il est compliqué. L'environnement client, il est compliqué. Et puis au bureau, c'est toujours des environnements sur lesquels il faut avoir l'aisance d'une anguille et la diplomatie d'un ambassadeur pour allier tout ça, quoi. Merci Pierre, on arrive à la fin de cet entretien. Merci Richie de nous avoir reçus, de m'avoir reçu, d'avoir permis à Scassi de présenter ses activités, de nous exprimer dans cette capsule vidéo très intéressante. C'est avec plaisir. À bientôt.